Ok. Donc bonsoir à toutes et tous. Je me présente Eric Moser, donc le président de Retina France. Eh ben, écoutez, tout d'abord un grand merci pour votre participation à ce webinaire qui va nous présenter donc surtout les avancées de la recherche dans le domaine de la DMLA, donc exudative ou humide ou atrophique, qui touche un très très grand nombre de personnes en France, et puis bien sûr aussi les rétinites pigmentaires. Alors, je pense que vous savez tous que la recherche avance à grands pas maintenant. On est passé de la recherche fondamentale, la recherche appliquée. Là, on arrive effectivement maintenant à des essais cliniques, hein. Je ne sais pas ceux qui ont regardé le Téléthon là récemment, mais on a plusieurs essais cliniques qui ont été présentés, et notamment dans le domaine de la vision, de la rétine. Là, c'est très important. Voilà, donc toutes ces recherches en fait vont finir par aboutir et c'est l'espoir en fait pour nous, pour les patients. Et je remercie donc, et j'ai l'honneur d'accueillir donc les docteurs Loïc Pinsard et Michel Dinolfo, hein, qui vont nous présenter justement et qui sont des grands spécialistes de la DMLA et des rétinites pigmentaires. Et je les remercie aussi d'avoir animé notre colloque à Perpignan, hein. Je crois qu'il y a eu beaucoup de présents et c'était, je veux dire, beaucoup de retours de satisfaction. Donc, merci en tout cas pour cette intervention. Et puis, bah, vous allez bien sûr nous présenter toutes ces avancées dans la recherche et répondre aux questions des patients qui sont ici présents. Il y a beaucoup de questions qui sont dans le chat, en fait, qui ont été préparées auparavant, hein, qui vous seront posées. Mais aussi, si on a un petit peu de temps, bah, vous pourrez aussi poser quelques questions. Voilà, et puis merci à l'organisation, hein, merci à Luc Licari, notre directeur de communication, Julien, et puis, comment dirais-je, Christelle aussi, qui ont préparé effectivement ce webinaire. Et voilà, et nous avons l'honneur donc d'accueillir encore une fois les docteurs Loïc Pinsard et Monsieur Michel Dinolfo. Cher docteur, je vous laisse la parole. Moi, c'est les traitements que je fais. Pas de la pathologie. Bon. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. On est ravis de passer un moment avec vous pour vous parler de DMLA. On espère qu'on va vous donner des informations utiles et des conseils pratiques par rapport aux différentes pathologies. Donc là, surtout ce soir, c'est la DMLA. On va faire des rappels, parler des traitements et puis aussi de l'avenir. Et puis on aura à peu près 15 minutes de questions pour pouvoir répondre à chacun à des questions généralistes ou plus ou moins précises. Je vais vous partager mon diaporama. Je pense que... Est-ce que vous... Alors, je l'avais tout à l'heure. Il est là. Donc là, normalement, vous devez voir apparaître le diaporama. Vous le voyez? C'est bon de notre Oui, côté. parfaitement. Vous devez voir un œil là, normalement. Oui, Oui, c'est bon. Bon, C'est bon. oui. voilà. Donc tout d'abord, avant de parler des DMLA, on va dire qu'est-ce que c'est la DMLA. Donc en fait, vous savez, l'appareil photo, l'œil, c'est comme un appareil photo. Ça marche avec une partie optique qui va permettre de transférer l'image. C'est un système transparent. L'objectif, c'est-à-dire la cornée, le cristallin, qui va permettre de transférer l'image vers la rétine. La rétine, c'est le capteur, c'est la pellicule de l'œil. Elle va capter l'image. Alors, on a une rétine périphérique qui permet d'avoir un champ visuel, voir ce qui arrive sur les côtés, et une rétine centrale qui s'appelle la macula, qui vous permet de voir un visage, une plaque d'immatriculation ou qui va permettre la lecture. C'est la vision centrale. Alors on comprend facilement que tout ce qui touchera la macula touchera la vision centrale. Quand on fait une photographie de la rétine, alors on met une goutte pour dilater la pupille, c'est-à-dire on dilate l'iris, et on fait une photographie de face. On a un grand flash et ça va nous permettre de voir la rétine en totalité. Vous voyez ici la rétine en face. Et au centre, une tache noire, c'est la macula qui donne la vision centrale. La macula, lorsqu'elle est atteinte peut être atteinte par des maculopathies, et la rétine périphérique, comme la rétinopathie pigmentaire, touche surtout le champ visuel et la vision nocturne. Alors, qu'est-ce qui se passe quand votre macula est atteinte? Quels sont les signes qui doivent faire consulter? Ben, le plus connu et le plus médiatisé, ce sont les métamorphopsies, c'est la déformation des lignes, qu'elles soient horizontales, verticales ou obliques.
on aura un aspect en baïonnette, par exemple, d'un pont d'autoroute ou de la ligne lue au cours de la lecture. Lorsque la maladie progresse, on va avoir des pertes focales de la vision centrale et on aura des taches floues au centre de la vision. On appelle ça un scotum relatif, voire une tache noire, on appelle ça un scotum absolu. Mais on peut avoir aussi une vision floue générale et penser que ça vient des lunettes. Donc, souvent, le dépistage permet de trouver des DMLA débutantes ou avancées. Les atteintes maculaires donnent aussi des troubles de la vision des couleurs et des baisses de vision plus ou moins rapides en fonction de l'agressivité de la maculopathie. Et tous ces signes peuvent être associés, par exemple ce vélo, qui associe à la fois des déformations des lignes droites, des scotums relatifs, une tache floue, une tache noire, un scotum absolu, jusqu'à une baisse de vision centrale plus importante. Alors, les maladies les plus fréquentes de la macula, bon, on a d'abord la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui arrive surtout à partir de 50 ans. Elle peut être soit sèche, soit humide. On y reviendra plus tard. Ensuite, des œdèmes vasogéniques ou inflammatoires. En fait, il s'agit de fuites de liquide à l'intérieur de la macula, qu'on trouve souvent, surtout dans le diabète et les occlusions veineuses ou dans les problèmes inflammatoires. Ensuite, il peut y avoir des problèmes mécaniques. On parle de traction ou de trou maculaire. La maculopathie myopique peut associer les trois pathologies précédentes, les trois signes précédents, on vous montrera. Et enfin, les plus rares sont les dystrophies maculaires génétiques et en premier lieu, la maladie de Stargardt. Et 5 causes d'atteinte maculaire donnent les mêmes symptômes. Alors, l'ADMLA sèche, en fait, il s'agit d'un vieillissement de la macula. Il va y avoir des fragilités et une atteinte au niveau des épithélium pigmentaire et des photorécepteurs qui va entraîner une baisse de vision. Ça arrive à partir de 50 ans. Lorsqu'on fait une photo du fond d'œil, alors à gauche, vous avez un fond d'œil normal. Le fond d'œil doit être orange homogène. Mais lorsqu'on avance dans l'âge, à partir de 50 ans, il peut y avoir des signes de vieillissement et des taches jaunes plus ou moins de taille plus ou moins importante, plus ou moins confluentes, à bord flou ou à bord net. Et ces taches jaunes sur la macula vont confluer, entraîner une baisse d'acuité visuelle. On appelle ça des drusen. On peut faire un OCT, c'est une tomographie en cohérence optique, un scanner sur la macula, qui permettra d'analyser ces drusen. Et vous voyez ici un aspect festonné, des petites boules coincées sous le centre de la vue. Lorsqu'on est au stade suivant, on parle de DMLA sèche atrophique, voire après d'atrophie géographique. Ce sont des scotums, alors vous voyez à gauche des patchs blancs. Il s'agit de déficits focaux de récepteurs et on a des trous dans la vision au centre. Et on voit que ces taches focales vont grandir et peuvent confluer jusqu'à donner un scotum central absolu plus important. Vous voyez ici une évolution sur 5 ans de gauche à droite, avec une augmentation de taille des taches centrales au fur et à mesure du vieillissement du patient. Et là, une image de plusieurs scotums absolus qui confluent. Alors, les facteurs de risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge sont un terrain familial, tout ce qui peut être toxique pour les tissus en général, le tabac en premier lieu, mais aussi des déficits ou des difficultés d'absorber certaines vitamines, comme les oméga-3, on verra tout à l'heure le régime DMLA, l'exposition aux ultraviolets, mais d'autres pathologies sont aussi associées, comme l'hypertension artérielle. Alors, quel régime alimentaire pour vous protéger contre la DMLA? Soit vous pouvez acheter des compléments alimentaires en pharmacie, alors il faut avoir le bon dosage de DHA notamment, soit vous pouvez, en regardant sur Internet, faire des régimes DMLA. Alors, ils doivent contenir surtout des oméga-3, dont le DHA, c'est un acide gras à longue chaîne qu'on retrouve dans les poissons gras des mers du Nord, harengs, saumon, maquereaux. Dans certaines huiles aussi, l'huile de lin, l'huile de pépins de raisin, donc on trouve ça souvent dans les magasins diététiques. Ensuite, du pigment pour la macula, la lutéine et la zéaxanthine, qui sont d'un pigment jaune protégeant la fovea, le centre de la vue. On les retrouve dans les légumes pigmentés, brocolis, choux, épinards. Et enfin, tous les antioxydants qui ralentissent le vieillissement de manière générale, comme la vitamine E ou le zinc. Et une étude récente a montré que l'apport en vitamines, c'est une étude de 2004, permettait de protéger la fovea et de ralentir l'évolution de la DMLA de type atrophie géographique. Alors voici une vidéo qui permet de voir l'évolution
de la DMLA. Alors, vous voyez les photorécepteurs en haut qui vont capter l'image et ils sont nourris et entretenus par l'épithélium pigmentaire. La membrane de Brooks sépare l'épithélium pigmentaire de la choroïde. En fait, c'est le réseau vasculaire qui va apporter l'oxygène et les nutriments à la rétine. Lorsque les photorécepteurs fonctionnent, ils vont créer des déchets qui vont rester coincés sous l'épithélium pigmentaire. On appelle ça des drusènes. On a vu les taches jaunes tout à l'heure en photo. La présence chronique de ces drusènes, qui est anormale, va entraîner un syndrome inflammatoire, une persistance inflammatoire un peu associée à un stress oxydatif. Et cette réaction inflammatoire va entraîner la sécrétion de facteurs de croissance pour la cicatrisation, une cicatrisation anormale et qui n'est pas demandée, et ça va faire pousser des nouveaux vaisseaux. Alors, c'est le facteur de croissance de l'endothélium. Ces nouveaux vaisseaux vont pousser pour tenter de faire résorber les drusènes. Seulement, ces néovaisseaux sont anormaux. Ils ont tendance à saigner, à fuir et à progresser de manière anarchique jusqu'à détruire la macula. Alors, ces néovaisseaux qui poussent et qui fuient, il y a du liquide dans la rétine, on appelle ça la DMLA humide. Et on voit que la DMLA sèche peut rester sèche tout le temps, ou parfois peut, dans un continuum, devenir une DMLA humide. Dans ces cas-là, on a une aggravation rapide des symptômes et on doit consulter son ophtalmologiste. Alors, la DMLA humide, vous l'avez compris, on a au début un terrain sec et puis il peut pousser des mauvaises herbes. Ce sont les néovaisseaux qui vont se mettre à détruire rapidement la vision. Alors, comment l'ophtalmologiste vous examine et peut détecter une DMLA humide? Il va faire une rétinophotographie, une photo de votre rétine, et vous voyez qu'ici, à la place d'une tache sombre à orange homogène, qui est une macula normale, vous pouvez voir apparaître un liseré gris, entouré d'une hémorragie en halo et de dépôts exsudatifs tout autour de cette hémorragie. Et ça, c'est une DMLA humide. On fait une angiographie, c'est-à-dire qu'on injecte un colorant dans les veines et on fait des photos de la rétine. Et vous pouvez voir des vaisseaux normaux qui sont parfaitement étanches et le néovaisseau qui, lui, anormal, est poreux et entraîne une fuite de liquide. On voit ici un halo coloré qui constitue le néovaisseau de la DMLA humide. Si on fait un OCT, la tomographie en cohérence optique, là c'est l'examen classique chez l'ophtalmologique lorsque vous vous présentez pour métamorphopsie. On va voir des déformations sur l'OCT avec un gros décollement d'épithélium pigmentaire, du liquide sous la rétine. Mais maintenant, dans les cabinets d'ophtalmologie, nous avons des OCT angiographiques qui nous permettent de voir directement le néovaisseau sans injecter, sans réaliser d'examen invasif, donc pas d'injection de produits de contraste, simplement un OCT au cabinet. Dans ce cas-là, le traitement de la DMLA humide, on a vu que c'était une mauvaise herbe, on va le traiter avec, comme on traite une mauvaise herbe avec du Roundup, on va traiter de manière chimique avec des injections intravitréennes. Ce néovaisseau, on ne peut pas l'arracher ou le brûler puisqu'il est situé au centre de la vue et on entraînerait des baisses de vision irréversibles dues au geste opératoire ou au laser. Alors, on le traite simplement chimiquement et le médicament va aller directement sur la zone d'intérêt, ne traiter que le néovaisseau. Alors, le Dr Lindolfo nous parlera tout à l'heure des injections intravitréennes. L'autre type de maculopathie, qui est le deuxième le plus fréquent, sont des fuites d'eau dans la rétine. Dans ce cas-là, ce n'est pas lié à un nouveau vaisseau qui pousse de manière anarchique, c'est lié à des vaisseaux normaux qui ont été abîmés par différents mécanismes. Le plus fréquent, c'est le diabète. Alors, au-delà de 10 ans d'évolution d'un diabète, lorsqu'il est mal équilibré, lorsqu'il évolue depuis plusieurs années, l'excès de sucre dans le sang va détériorer les vaisseaux rétiniens. Alors, le diabète, vous savez, c'est trop de sucre dans le sang. Et en cause, c'est une hormone, l'insuline, qui va être... il va y avoir des problèmes de réception de cette insuline ou un défaut de sécrétion. Et ça va entraîner une augmentation de sucre dans le sang qui va entraîner des lésions sur les gros vaisseaux, par exemple les vaisseaux du cerveau, du cœur. Ça donne des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus. Ou alors des petits vaisseaux, on peut avoir des insuffisances rénales ou une rétinopathie diabétique. Alors, quand on fait des photos d'une rétinopathie diabétique, alors on doit dépister les patients, ils viennent, quand on est diabétique, on doit faire des photos une fois par an, une fois tous les 2 ans,
pour vérifier qu'il n'y a pas un début de rétinopathie ou un début d'œdème maculaire. La progression est insidieuse. On peut avoir l'impression que notre vision est normale et pourtant avoir déjà un stade 1, 2 ou 3 de rétinopathie diabétique. Alors, on est dépisté par l'ophtalmologiste qui va se mettre en contact avec le médecin traitant pour donner l'avancement de la rétinopathie. Quand on fait des photos, on peut voir des microanévrismes, des exsudats de cholestérol. Et si ces dépôts de graisse confluent sur le centre de la vue, vous voyez ici, on se retrouve avec un scotum de la même manière qu'une DMLA. À gauche, vous avez un OCT. Ici, en haut, sans fuite. Et en bas, avec beaucoup de liquide dans la rétine. Alors, qu'est-ce qui aggrave l'œdème maculaire diabétique? C'est le déséquilibre chronique de la glycémie, l'ancienneté de la rétinopathie, l'hypertension artérielle, les anomalies de lipides sanguins, le syndrome d'apnée du sommeil qui doit être dépisté puisqu'il touche la moitié, voire les 2 tiers des patients diabétiques. Le traitement de l'œdème, cette fois-ci, c'est une fuite. Alors, on peut souder la fuite avec du laser, si le point de fuite est à distance du centre de la vue, soit faire des injections intravitréennes de la même manière que la DMLA. Les tractions et les trous maculaires, c'est la 3e cause de maculopathie la plus fréquente. Il s'agit d'un problème mécanique. Alors là, c'est plus facile puisqu'il suffit de le corriger une fois et ça ne revient plus. Alors, de la même manière qu'un pont-levis s'ouvre, il suffira de couper les chaînes pour que la macula revienne dans sa position initiale. Dans l'œil, on a le vitré. C'est un gel transparent qui remplit l'œil. Et ce vitré, entre 50 et 70 ans, va se détacher de la macula et de toute la rétine pour se concentrer. On peut voir des corps flottants au moment du décollement postérieur du vitré. Chez certains patients, vous voyez celui-là en haut, on peut avoir le décollement postérieur du vitré en périphérie qui se fait facilement, mais parfois il est trop adhérent au niveau de la macula, il va se mettre à tirer dessus, à la déformer, ce qui va entraîner une déformation des images, voire arracher le toit de la macula pour donner un trou maculaire, ce qui donne un scotum central absolu. Dans ce cas-là, on réalise une chirurgie pour corriger le trou maculaire. Vous voyez ici, avant l'opération, la 2e image après l'opération de la traction. La 3e image, on a un trou maculaire. Et la 4e en bas, c'est après correction chirurgicale du trou maculaire. La myopie. Alors la myopie, vous savez qu'il y a une épidémie de myopie qui va de plus en plus. Ça, c'est lié à un manque d'exposition à la lumière. De plus en plus, les jeunes restent enfermés ou sur les écrans. Et le défaut de lumière va entraîner l'augmentation de myopie dans le monde entier, surtout en Asie, mais l'Europe et les États-Unis aussi sont touchés. La myopie, il s'agit d'un allongement du globe oculaire. C'est une maladie de la coque blanche de l'œil, une maladie de la sclère. Et cette coque va s'agrandir alors que les tissus internes, c'est-à-dire la rétine et la choroïde, ne peuvent pas augmenter en taille. Ils vont être étirés. L'augmentation de la longueur de l'œil va entraîner des défauts. Alors, ça va associer les pathologies qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire des taches d'atrophie focale. Vous voyez ici une macula avec des taches blanches, un peu comme une atrophie géographique. On peut avoir des problèmes mécaniques, des tractions sur la rétine, et on peut avoir aussi des néovaisseaux dans 40% des cas. Dans ce cas-là, on réalisera soit une chirurgie, s'il s'agit d'une traction maculaire, soit des injections intravitréennes, s'il s'agit d'un néovaisseau. Pour l'atrophie, pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas de traitement, hormis une aide de prise en charge de la basse vision. Et enfin, la 5e maculopathie, c'est les maculopathies ou dystrophies maculaires, souvent d'origine génétique. La plus fréquente, c'est la maladie de Stargardt, qui débute entre l'âge de 6 et 15 ans. Il s'agit d'une maladie héréditaire de transmission récessive, c'est-à-dire que les 2 parents doivent être porteurs du gène pour le transmettre à un quart des enfants peut être touché. Sinon, les autres, la moitié peut être porteur. Et dans l'évolution, le jeune patient se plaindra des mêmes symptômes qu'une DMLA, c'est-à-dire un scotum central. Alors, comment vous dépister et qu'est-ce qui doit vous faire consulter? Vous pouvez tester l'apparition de métamorphopsie, c'est-à-dire de déformation de ligne droite, soit autour d'un cadre en ayant un repère à la maison qui est facilement reproductible dans les mêmes conditions de luminosité ou à proximité. Ou alors, vous pouvez avoir une grille d'Amsler qui est facilement téléchargeable et à imprimer sur Internet. Vous cachez un des 2 yeux, puisqu'il faut tester
chaque œil indépendamment l'un de l'autre. Donc, on doit mettre ses lunettes pour voir de près, cacher un œil, regarder le point noir au centre. Et si on voit des déformations des lignes, avec un œil ou avec l'autre œil, ou une aggravation des déformations déjà connues, on doit consulter son ophtalmologiste. Voilà ici un patient atteint avec un scotum relatif en haut à gauche et des métamorphopsies en bas à droite. Je vais laisser la parole au docteur Dinolfo. On va partager, il va nous parler des traitements de, alors, de la DMLA. On va partager ici. Voilà. Est-ce que vous pouvez voir sa présentation? Tout à fait, c'est bon. Oui, parfait, parfait, parfait. Voilà le titre. Parfait. Bonsoir à tous. Je renouvelle mes remerciements à l'association Retina France pour leur invitation. Je vais, quant à moi, essayer de vous parler des, euh, des traitements maculaires. Le docteur Pinsard vient de balayer l'ensemble des pathologies qui peuvent frapper la macula. Moi, je vais essayer de vous donner en quelques mots les principales thérapeutiques, les principaux médicaments que l'on peut utiliser pour traiter ces maladies maculaires. Donc, je ne m'attarderai pas trop sur l'anatomie puisque mon collègue vous a expliqué ce que c'était la macula. Donc, retenez simplement que c'est la zone centrale de la rétine. Cette rétine, c'est la pellicule photosensible qui tapisse le fond de votre œil, comme la pellicule photo 24-36 était au fond de nos appareils photo à l'époque. Euh, cette macula est centrée par la fovea, qui est, pourrait-on dire, le sein des seins. C'est là que la concentration en, euh, en cause est maximale. C'est ce qui explique l'acuité visuelle, hein, la précision de la vue quand tout va bien. Et effectivement, quand on s'éloigne de ce centre rétinien, qu'on va vers la périphérie, eh bien la densité des cônes diminue et la densité des bâtonnets, elle augmente. Et vous savez peut-être que les bâtonnets sont les cellules photoréceptrices qui sont spécialisées dans les visions crépusculaires et nocturnes. D'accord? Ce sont des cellules qui ont besoin de moins de lumière pour fonctionner et qui nous permettent la nuit ou Alors, il me semble qu'on a un petit problème technique. Je ne sais pas Oui. si c'est que moi. Si, oui, de son. D'accord, on a perdu l'image, enfin, le son est figé, l'image est figée, le son a été coupé de la part Oui. du côté des professeurs. Je pense qu'ils ont un problème technique de leur côté de connexion. Voilà, ils ont quitté d'eux-mêmes la conversation. Je pense qu'ils vont relancer sous peu. Peut-être que c'est l'occasion, Eric, si vous voulez parler peut-être au présent, aux participants, aux spectateurs. On Je va pense qu'on a essayer eu de... une bonne présentation effectivement de ce qu'est la DMLA humide et sèche. C'est important. Et puis bah, surtout ce qu'on attend aussi effectivement, et c'est ce qui va venir, c'est qu'on va nous parler des traitements. Mhm. Et on sait que déjà que pour la DMLA humide, bien évidemment, on a des traitements hein, par des injections intraoculaires et que ces traitements évoluent, avancent, parce que jusqu'à maintenant, en fait, on avait des injections parfois tous les mois, ce qui n'est pas évident. Et puis là, avec différents traitements d'autres laboratoires, je dirais, ben, on arrive en fait à espacer ces injections intraoculaires et on les a souvent tous les 3 mois, voire un petit peu plus. Donc ça permet de libérer. Mais malheureusement, l'objectif, effectivement, ça permet de récupérer la vue un certain temps et puis bah, il faut recommencer, effectivement, parce que ce n'est pas un traitement qui guérit encore, mais c'est un traitement qui ralentit et c'est un traitement qui autorise, permet, je dirais, une certaine vue pendant un certain temps. Et pour finir, malheureusement, en ce qui concerne la démêla sèche ou atrophique, avec donc les drusones hein, qui se déposent sur la macula, et ben malheureusement,
On n'a pas encore de traitement, même si, et peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, je sais qu'aux États-Unis, par exemple, il y a un traitement qui a commencé, qui est parti, une réflexion. Comme je disais à l'entrée, effectivement, de la présentation, tout ça avance, hein, ces cliniques, ces traitements, y compris pour la DMLA sèche, qui touche quand même, je crois, 80% des gens qui sont touchés par la DMLA. Hein, donc c'est une population très importante, hein, on a dit après 50 ans, mais ça veut dire que en tout, plus d'un million de personnes sont touchées. Et donc il faut absolument qu'on arrive à trouver enfin des traitements, et c'est l'espoir de notre association, je dirais, qui finance la recherche dans ces domaines, avec pour objectif effectivement de guérir, de trouver enfin un traitement pour ces maladies. Je voulais rajouter, Président, deux ou trois petits points qui intéresseront les 136 personnes connectées. Donc, c'est Luc Licari là, qui vous parle, pour ceux qui ne connaissent pas ma voix. Effectivement, comme l'a dit notre président Eric Moser, on est en contact très étroit avec tous les principaux laboratoires, que ce soit Roche, Allergan, AbbVie, Novartis, Sandoz, etc. Donc, toutes ces entreprises sont en train de développer des essais de phase 2, de phase 3, ou même des thérapies qui, pour certaines, comme l'a dit Eric Moser, ne sont pas encore autorisées en Europe, mais qui devraient dans les prochains mois l'être. Je pense notamment au laboratoire Astellas, qui est partenaire de Retina France, et d'ailleurs partenaire du colloque de ce soir, et que nous remercions. Il s'agit d'un laboratoire japonais qui va proposer une thérapie pour la DMLA sèche, au même titre que l'avait fait il y a quelques mois le laboratoire Apellis. Euh, les médecins qui sont en train d'essayer de se reconnecter avaient précisé juste avant, lors de la préparation de la réunion, qu'ils auraient bien aimé savoir un petit peu des différents horizons géographiques. Donc, les 136 que vous êtes connectés, ou les 200 et quelques qui étaient inscrits, vous pouvez tout à fait nous envoyer un petit email à Retina sur l'email classique, info@retina.fr, pour simplement dire de quelle région vous êtes, sans obligatoirement mettre les coordonnées complètes, ce qui nous permettra de dire au docteur Loïc Pensard et au docteur Michel Linolfo et d'avoir un panel à peu près représentatif de toutes les personnes avec nous ce soir. Et sachez aussi, pour ceux qui ont des rétinopathies pigmentaires, que je vois que la connexion a repris, que Oui. ceux qui ont la rétinopathie pigmentaire sera aussi abordée tout à l'heure. Donc, restez tous en contact. On est d'ailleurs 138 après avoir été 111 au départ. Merci, merci Luc, et je pense que ça a repris effectivement, parce que Oui, je vois l'image. on avait perdu la connexion. À quel moment vous nous avez perdu? Juste Est-ce que quand j'avais parlé de la macula ou c'était vraiment vous étiez en train de parler vous étiez en train de parler de la zone de rétine centrée sur la fovea. sur Voilà. la fovea? Oui, donc c'est vraiment, on a perdu la connexion très tôt dans le topo. OK. Exact. Bon, veuillez nous excuser pour cette brève interruption de l'image. Voilà, nous repartons. Donc je disais simplement que donc la macula, c'est le centre de la rétine, c'est ce qui nous permet de voir les choses de façon très fine, très précise. Et cette macula est centrée elle-même par la fovea, qui est la zone la plus concentrée en cônes. Et vous savez peut-être que les cônes sont les photorécepteurs spécialisés dans la vision diurne. Et ce sont ces cellules qui, à très forte concentration, nous permettent de voir les choses très finement. Quand on s'éloigne du centre, quand on sort de la macula, on a une densité de cônes qui diminue, alors que la densité de bâtonnets, elle, augmente, et nous permet d'avoir un champ visuel avec une vision un tout petit peu moins discriminante, mais une vision qui s'adapte aux basses luminances, c'est-à-dire que c'est la rétine périphérique qui nous permet de voir la nuit quand on se déplace à tâtons dans une maison peu éclairée. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une rétine périphérique fonctionnelle, évidemment. Alors, l'anatomie microscopique retenait simplement que cette rétine, qu'on peut représenter comme une membrane, est en réalité un millefeuille extrêmement précis, avec un agencement cellulaire très très complexe qui permet ce miracle qu'est la phototransduction et qui nous permet ce sens extraordinaire qu'est la vue. Alors, cette macula, effectivement, malheureusement, elle peut tomber malade et elle s'exprime toujours de la même façon, à savoir par une triade symptomatique.
la baisse d'acuité visuelle, donc une vision qui se trouble, qui au début est peu sensible, hein. Ça peut être une simple diminution des contrastes avec le sentiment d'avoir besoin de plus de lumière pour pouvoir lire. Ce genre de choses doivent interpeller. Les métamorphopsies, je traduis les déformations des lignes droites que vous pouvez voir sur la petite grille que j'ai affichée à côté. Et enfin, un troisième signe qui est un peu plus difficile à mettre en évidence, c'est les micro ou les macropsies, c'est-à-dire la perception de dimensions différentes avec l'œil atteint de la pathologie maculaire. Voilà. Donc ces symptômes doivent systématiquement alarmer, hein. Ces symptômes n'apparaissent pas et ne disparaissent pas spontanément, donc ils doivent donner lieu à une consultation de contrôle au cours de laquelle nous ferons un examen attentif du fond d'œil et nous proposerons probablement une tomographie en cohérence optique, c'est-à-dire l'OCT, qui est le scanner de la rétine, et pourquoi pas une angiographie, aujourd'hui une angio-OCT, ou parfois une angiofluorographie avec une injection de produits de contraste. Alors, les traitements médicaux s'adressent à deux grands types de pathologies maculaires, que sont la DMLA et les œdèmes maculaires. Alors, concernant la DMLA, vous savez tous qu'il en existe deux types. Je vais commencer par vous parler de la DMLA humide, que nous appelons, nous, dans notre jargon médical, exsudative, et qui, elle, répond aujourd'hui à un traitement, à savoir des injections à l'intérieur de l'œil, injections intravitréennes, c'est-à-dire réalisées dans le corps, dans le corps vitréen, d'un produit qu'on appelle l'anti-VEGF. Le docteur Pinsard, tout à l'heure, a utilisé une métaphore avec le désherbant. Ben, c'est un peu ça, hein. On injecte au plus près de la pathologie, au plus près de la touffe vasculaire anormale, ce désherbant, cet anti-VEGF, qui va faire involuer, et je dis bien involuer, pas évoluer, le néovaisseau. En général, on ne le fait pas disparaître. Il a tendance à diminuer de taille, il diminue en activité, c'est-à-dire qu'il aura moins de fuite au fur et à mesure du traitement. Vous savez que ces traitements sont répétés dans le temps. On fait des injections réitérées. Et à chaque injection, eh bien, la membrane, en général, diminue de taille et diminue en activité. Et tout cela se traduit par les signes indirects que l'on observait jusque-là, avec l'OCT simple, à savoir une diminution des fluides à la fois sous la rétine, mais également dans la rétine. Alors, aujourd'hui, nous disposons de 4 molécules, hein. La première molécule est apparue à l'aube des années 2000, hein. C'était le ranibizumab, ça a été la première molécule. Puis une deuxième molécule est arrivée quelques années après. Et ces 2 dernières années ont vu apparaître 2 nouvelles molécules qui ont des promesses un petit peu différentes. C'est-à-dire que je tiens à clarifier la situation tout de suite parce que c'est vrai que quand on entend parler de nouvelles molécules qui apparaissent, ça peut susciter l'espoir chez les patients et on peut le comprendre. Mais je crois qu'il faut, voilà, il ne s'agit pas de panacée, il ne s'agit pas de molécules miracles, mais des molécules qui vont apporter un confort plus important aux patients. Je m'explique, une diminution du fardeau thérapeutique. On a des patients aujourd'hui qui, avec les 2 premières molécules, ont des injections trop rapprochées, toutes les 4, toutes les 6, toutes les 8 semaines. Et c'est assez lourd à gérer sur le plan des déplacements, sur le plan de l'accompagnement familial. Eh bien, ces 2 nouvelles molécules entendent euh, sortir ces patients de délais trop courts pour les amener vers des délais plus acceptables, comme des délais de 12, 14, 16, pourquoi pas 18, 20 semaines. On a la deuxième molécule, la l'ELEA, sortira en janvier en version forte concentration. Aujourd'hui, il est à 2 mg. Nous allons disposer à partir de janvier en 8 mg. Et ce 8 mg, sur les études qui ont mené sa mise sur le marché, on a pu voir que les délais pouvaient être rallongés de façon significative. Donc, 2 promesses de ces 2 nouvelles molécules, de ces nouvelles molécules, pardonnez-moi. Un, plus d'efficacité. Ce sont des molécules qui assèchent plus fortement la rétine. C'est-à-dire que des patients chez lesquels on observait, malgré un traitement bien conduit, toujours un petit reliquat de liquide sous la rétine ou dans la rétine, eh bien, ces molécules en général permettent d'assécher. Et la deuxième promesse, c'est l'augmentation, en principe, des délais entre les piqûres.
Je vous dis quelques mots de la photothérapie dynamique, qui était le gold standard de la fin des années 90, début 2000, qui a permis de traiter pas mal de patients. En quelques mots, ça fonctionnait comment? Je pense que certains d'entre vous connaissent. On injectait par voie intraveineuse ce produit, la vertéporfine ou encore la visudine. Et puis, on éclairait le fond d'œil avec une lumière, avec une certaine longueur d'onde qui permettait d'activer la molécule visudine, qui permettait en réalité une certaine forme d'obstruction, d'occlusion des vaisseaux anormaux. Alors, ça fonctionnait pas trop mal, mais les courbes d'évolution d'acuité visuelle n'étaient pas très favorables. Et on a été ravis en 2004-2005 d'avoir cette nouvelle thérapeutique que sont les anti-VEGF. Néanmoins, la visudine retrouve aujourd'hui quelques indications bien spécifiques dans la DMLA humide. Donc ne soyez pas surpris si un jour votre ophtalmologue, votre rétinologue vous propose de vous faire une visudine. Ne croyez pas qu'il est rétrograde, mais aujourd'hui, dans certaines formes de DMLA humide, on peut avoir recours à ce type de traitement. Petit point sur le laser, effectivement, quand on a un néovaisseau qui est très loin de la fovea, on peut le laseriser, encore qu'aujourd'hui on ne le fait plus vraiment, mais on peut photocoaguler un néovaisseau quand il est loin du centre visuel. Quid de la DMLA sèche, cette fameuse DMLA atrophique qui est un petit peu le parent pauvre de la DMLA. Vous savez que la recherche avance beaucoup. On a des molécules qui apparaissent. Une molécule, le pegcétacoplan ou Syfovre, a été présentée et à de multiples reprises, malheureusement, n'a pas été validée par les instances sanitaires à la fois françaises et européennes parce que les instances sanitaires ont estimé que le produit n'apportait pas suffisamment de service médical aux patients et qu'il présentait en outre des risques inflammatoires et une charge de traitement très importante. Pour toutes ces raisons, le produit du laboratoire Apellis, pour l'instant, a été refusé et il n'est pas disponible dans l'Union européenne. Nous avons un autre produit, le Zimura, d'un autre laboratoire qui, lui, est en train de finir sa carrière, on va dire, préclinique. On espère qu'il ne connaîtra pas le même sort que le Syfovre. Bon, il faut attendre. Donc, ces molécules, juste quelques mots pour votre culture, sont des molécules qui n'agissent pas sur le VEGF, puisque là, il n'y a pas de problématique de croissance de néovaisseaux, mais ce sont des molécules qui agissent sur une fraction des molécules de l'inflammation. Parce qu'on s'est rendu compte que dans la DMLA, il y avait une part inflammatoire importante, et notamment dans les formes atrophiques, dans les formes sèches. Eh bien, si on inhibe, si on arrête une certaine cascade d'événements biochimiques dans la réaction inflammatoire, eh bien, on pouvait ralentir l'évolution de la DMLA. Et la promesse de ces produits, ce n'est pas de guérir et de faire repousser ce qui a disparu, mais bien de diminuer, de ralentir l'évolution de la DMLA atrophique. Retenez qu'en général, ça la fait diminuer, enfin, on diminue la vitesse d'évolution à peu près de 20%. Nous avons, à côté de ces molécules qui, je le répète, ne sont toujours pas à notre disposition à l'heure où l'on parle, nous avons les fameux compléments alimentaires dont vous avez sans doute entendu parler, on vous les a sans doute proposés, vous les acceptez parfois de bon cœur et parfois vous avez l'impression qu'on prescrit ça à titre compassionnel, juste pour dire, voilà, j'ai fait quelque chose pour ce patient. Sachez que depuis peu, on a la conviction que les molécules ARETS2, donc ARETS2, ça a été une longue étude prospective qui a permis de montrer que ces compléments alimentaires étaient efficaces dans le ralentissement de l'évolution et dans la prévention de la DMLA. Eh bien, quand on prend des compléments ARETS2, on diminue la vitesse d'évolution des DMLA atrophiques qui se présentent par des plages d'atrophie périphériques. Parce que malheureusement, parfois, les patients commencent leur atrophie par le centre, et là, ils perdent l'acuité visuelle très rapidement. Mais en règle générale, ce sont comme des pétales d'une fleur, des petites plages d'atrophie périphérique, et le malheur, c'est la confluence et c'est l'évolution centripète.
de ces zones atrophiques qui entraînent la perte de l'acuité visuelle. Eh bien, les compléments alimentaires, tout comme le CIFOVRE, diminuent la vitesse d'évolution de cette atrophie. Donc, les compléments alimentaires associés à une bonne hygiène de vie alimentaire, une bonne protection solaire, lunettes, couvre-chef, peut permettre de ralentir un petit peu l'évolution de cette DMLA. Évidemment, je vous dis quelques mots de la rééducation basse vision. Effectivement, quand on a une acuité visuelle assez basse, on peut essayer de faire une rééducation basse vision qui permet d'améliorer l'autonomie, la gestuelle quotidienne dans la cuisine, dans la salle de bain, pourquoi pas la boulangerie, apprendre à taper un code alors qu'on n'y voit pas très bien pour sa carte bancaire. Enfin, il y a un tas de petites méthodes qui permettent d'améliorer le quotidien des patients qui malheureusement ne voient plus suffisamment pour être à l'aise dans la vie de tous les jours. Et évidemment, l'espoir, c'est la thérapie génique qui existe déjà, la thérapie génique, hein, puisqu'on a on a déjà une molécule qui existe, mais pas pour la DMLA, hein, pour toute autre chose. Mais bon, les choses avancent. Et la thérapie cellulaire, pour l'instant, c'est pas encore, c'est encore un petit peu de la science-fiction. Juste pour vous dire que la thérapie génique, c'est on soigne le gène qui est malade et qui est causal dans l'événement maladie. Alors que la thérapie cellulaire, elle pourra permettre, par exemple, dans la DMLA sèche, de recréer le tapis cellulaire qui a été détruit par l'évolution de la maladie. Soit des cellules qui sont reprogrammées comme si elles étaient à l'aube de l'existence et qui sont capables, par divers stimuli, de devenir soit du myocarde, soit du muscle, soit de l'os, soit de la rétine. Vous voyez? Donc ça, demain, ça permettra probablement de solutionner les pathologies dégénératives irréversibles. Alors, je vous ai parlé des DMLA. Le deuxième volet des traitements maculaires, c'est les œdèmes maculaires. Alors, on est dans un registre qui est moins lourd, qui est moins grave. Ces œdèmes maculaires peuvent apparaître quand on est diabétique, au décours d'une occlusion veineuse, d'une uvéite, quand on a été opéré de son œil, par exemple d'une cataracte, ou après un traumatisme oculaire, ou parce qu'on prend des médicaments. Certains médicaments peuvent être toxiques et entraîner des réactions édémateuses, ou bien encore des dystrophies maculaires. Tout à l'heure, le docteur Pinsard vous parlait du Stargardt, mais il peut y avoir aussi d'autres dystrophies maculaires qui entraînent des œdèmes maculaires, et notamment les rétinites pigmentaires aussi en entraînent. Alors, on va dire que le chef de file des œdèmes maculaires, qu'on voit le plus fréquemment en consultation, c'est les œdèmes maculaires du diabétique. Alors, comment est-ce qu'on traite un œdème maculaire du diabétique? Il faut savoir que c'est la première cause de baisse d'acuité visuelle chez le diabétique dans les pays développés. Eh bien, c'est tout d'abord et avant tout par la régulation de la glycémie. Il faut obtenir un équilibre glycémique correct pour espérer faire avancer la situation ophtalmologique. Cet équilibre glycémique, évidemment, pour le patient, il se traduit par des glycémies capillaires au doigt tous les jours, par un protocole de traitement idoine. Et pour nous, il se traduit par un chiffre, c'est celui de l'hémoglobine glyquée, qui normalement doit être mesurée au laboratoire de biologie tous les 3 mois et qui doit être inférieur à 7% chez le diabétique. Un diabétique qui est en dessous de 7 ou jusqu'à 7, on peut considérer que son équilibre glycémique est correct et on peut s'occuper des autres facteurs. Deuxième facteur, c'est l'hypertension artérielle. Il est clair que quand vous avez un tuyau d'arrosage qui est perforé parce que vous êtes diabétique depuis de nombreuses années et que la microangiopathie diabétique fait que vous avez un tuyau d'arrosage perforé, si dans le tuyau d'arrosage perforé, vous augmentez la pression, eh bien vous allez décupler les fuites et donc créer un œdème maculaire beaucoup plus important. Voilà pourquoi la pression artérielle doit être régulée chez le diabétique et notamment quand il a commencé à présenter un œdème. Il faut obtenir des chiffres plutôt bas. En général, on a tendance à demander des chiffres inférieurs à 13,5, 13, 8 de minima. Vous voyez, une tension à moins de, allez, grosso modo 14,85, c'est bien, c'est ce qu'on recherche. Le syndrome des apnées du sommeil, il faut savoir que les apnées sont un facteur aggravant. Alors que l'équilibre glycémique est correct et que la tension est bonne, on peut avoir des patients qui s'aggravent néanmoins. Souvent, on découvre que la nuit, ils ne respirent pas très bien, ils font beaucoup d'apnée. Les dyslipidémies, hein, la plus célèbre, l'hypercholestérolémie, qu'il faudra traiter. Et ces œdèmes maculaires, comment est-ce qu'on va les traiter?
On peut les traiter, alors anciennement, on les traitait par le laser thermique. On pouvait faire ce qu'on appelait à l'époque une grille. On ne fait plus du tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tous les éléments que je viens de citer sont au vert, on procède aux injections intravitréennes qui permettent de résorber les liquides en excès dans la rétine et sous la rétine. Là, en l'occurrence, dans le diabète, c'est plutôt des œdèmes intra-rétiniens. Et évidemment, dans les cas extrêmes, on peut avoir recours à la chirurgie. Dans les occlusions veineuses, il en va à peu près de même. On les traitera. Les occlusions veineuses sont en fait, ce ne sont pas des thromboses, ce sont des ralentissements extrêmes du courant circulatoire dans le réseau veineux rétinien. Voilà. Donc il faut imaginer que le sang ralentit parce qu'il est, on peut penser, un peu épais, et que ce ralentissement va augmenter la pression dans tout le lit veineux qui est censé être drainé. Et cette augmentation de pression va entraîner une petite extravasation, des suffusions hémorragiques que vous pouvez voir sur l'image centrale. Vous voyez toutes ces petites hémorragies éparses sur tout le fond d'œil. Voilà, ça c'est le tableau classique d'une occlusion veineuse. Et si on coupe la macula avec l'OCT, en général, on trouve un œdème maculaire, qui est lui responsable de la baisse d'acuité visuelle. Traitement par injection, anti-VEGF ou dexaméthasone, à savoir de la cortisone. Et de temps en temps, on fait du laser en périphérie parce que parfois les patients ont une rétine périphérique qui est mal irriguée, hein. Donc on leur fait du laser pour éviter des complications, pas pour recouvrer la vue, mais pour éviter les complications. Le traitement qui permet de recouvrer la vue, ce sont les injections. Alors, les causes inflammatoires, les uveites et la chirurgie du segment antérieur, la plus célèbre, l'opération de la cataracte. Vous savez que quand on opère une cataracte, eh bien, on met en route un traitement par goutte, anti-inflammatoire post-opératoire et antibiotique souvent. Eh bien, ce traitement, il est là justement pour contrer la réaction inflammatoire qui est naturelle après une chirurgie, après, appelons ça comme ça doit être appelé, une agression. Le corps, quand on l'agresse, eh bien, il réagit, c'est la réaction inflammatoire. Sauf que cette réaction inflammatoire, en général, est délétère pour l'avenir. Donc c'est pour ça que nous l'antagonisons, nous l'inhibons avec le traitement topique que l'on prescrit. Alors, parfois, cet œdème, malgré le traitement topique bien suivi par le patient, peut s'emballer, peut persister au-delà du mois traditionnel de traitement post-opératoire, peut parfois même contaminer la partie postérieure de l'œil et venir entraîner un œdème maculaire qu'on traitera soit par des gouttes, parfois on y associera des comprimés. Si ce n'est pas suffisant, des injections intravitréennes peuvent être pratiquées. Et parfois, on aura recours à un pelage maculaire parce que c'est parfois l'occasion de se rendre compte que sommeillait au fond de l'œil une petite membrane qui ne demandait rien à personne, mais qui s'est révélée en post-opératoire grâce à la réaction inflammatoire induite par la chirurgie. Hein. On opère, la membrane se réveille, elle induit un œdème maculaire, et c'est vrai qu'on peut la découvrir après coup et dire, bah, écoutez, il faut maintenant ôter la membrane épimaculaire. Les autres causes sont des causes rares, je passe très vite, hein, mais les médicaments, hein, alors, les sartans, je pense que vous êtes probablement assez nombreux à en prendre, c'est un antihypertenseur qui est très efficace. Les inhibiteurs de MEK ou de kinase, ça c'est quand même moins fréquent et c'est tant mieux, c'est des nouvelles chimiothérapies qui peuvent entraîner des œdèmes maculaires. Un traumatisme oculaire, une balle de squash dans l'œil, eh bien, ça peut entraîner, outre une contusion, mais ça peut entraîner un œdème réactionnel, l'hypertension artérielle, les dystrophies rétiniennes. Vous voyez que les causes d'œdème maculaire sont nombreuses. Alors, le dernier volet des pathologies médicales, ce sont les néovaisseaux sous-rétiniens hors DMLA et hors occlusion veineuse. Alors, ils sont en général l'apanage de patients myopes forts qui développent des myopies dites dégénératives. On peut avoir des néovaisseaux dans le cadre de choriorétinite inflammatoire, comme la toxoplasmose par exemple, qui est une maladie parasitaire. Dans les dystrophies héréditaires, dans les traumatismes oculaires, dans ce qu'on appelle les striangioïdes. Ce sont en fait des anomalies génétiques qui sont visibles autour du nerf optique comme des craquelures qui peuvent laisser, comme une lézarde dans un mur, laisser passer un bouquet néovasculaire. Donc de toute façon, considérez que le traitement de ces néovaisseaux, quelle que soit leur origine,
aujourd'hui, au-delà du traitement de la cause quand il est possible, on injecte un anti-VEGF comme on le fait dans une DMLA humide ou dans un œdème maculaire diabétique récalcitrant. Voilà, les injections résumées sur ces images. Vous voyez qu'on peut injecter dans l'œil, on peut injecter sous la conjonctive, on peut injecter dans la graisse orbitaire autour du globe oculaire pour venir concentrer le produit. Et là, en l'occurrence, en général, c'est de la cortisone. Les anti-VEGF sont, eux, injectés au plus près de la rétine dans la cavité vitréenne. En revanche, la cortisone est en général injectée. Elle est injectée en intravitréen, mais elle peut également l'être sous la conjonctive et dans la graisse orbitaire. Les traitements médicaux des œdèmes maculaires, eh bien, je vous l'ai dit tout au long de cet exposé, on peut traiter avec des collyres, des comprimés, des injections et des lasers. Alors, je passerai assez rapidement sur les traitements chirurgicaux avant de repasser la main au docteur Pinsard qui vous parlera d'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut opérer? C'est vrai qu'aujourd'hui, les pathologies maculaires sont quasiment toutes accessibles. Enfin, les pathologies mécaniques dont je vais vous parler sont toutes accessibles à la chirurgie moderne du segment postérieur. Nous avons les membranes épimaculaires, les tractions vitréomaculaires, les trous maculaires, les œdèmes maculaires résistants, et j'en ai dit un mot tout à l'heure. Ce qu'on appelle les schismes maculaires dans la myopie forte, ce sont des décollements de rétine un petit peu particuliers, les hémorragies, et la pose de prothèses épi- ou sous-rétiniennes qui commence maintenant à remonter à quelques années. Alors, les traitements chirurgicaux de la macula reposent tous sur un socle commun qui est la vitrectomie. La vitrectomie, c'est le fait d'enlever le gel vitréen. Imaginez du blanc d'œuf. Voilà, c'est le vitré. Le vitré, c'est du blanc d'œuf. Alors, vous savez tous que le blanc d'œuf, c'est collant, c'est gélatineux, on n'arrive pas à s'en défaire. C'est pour ça que le vitréotome est un instrument qui aspire, certes, mais coupe également, de façon à pas tout arracher, parce que tout est collé. Donc, on fait une vitrectomie pour laisser l'accès à la macula. Et après, on va associer des gestes différents en fonction de ce qu'on veut traiter. Si on a une membrane épimaculaire, c'est-à-dire une peau qui est développée à la surface de la macula, eh bien, cette peau, on va pouvoir aller la chercher avec une micropince que vous voyez en haut à droite. Et cette micropince va venir décoller délicatement la membrane et nous allons retirer la membrane comme un morceau de peau après un coup de soleil. Vous voyez, quand on a la peau qui pèle et qu'on enlève un petit bout, ben c'est pareil. C'est comme du cellophane qui est collé sur la rétine qu'on retire avec une micropince. Donc vitrectomie plus pelage. Vitrectomie plus pelage plus gaz chez certains patients. Après le pelage, on va être amené à mettre une bulle de gaz dans l'œil. Et cette bulle de gaz a deux raisons d'être. Un, assécher la lésion qu'on veut traiter. Et deux, tamponner. Vous savez que les bulles ont tendance à monter. Quand on sert un verre de Perrier ou de champagne, on voit que les bulles montent. Et bien dans l'œil, c'est la même chose. C'est pour cela que, par exemple, dans les trous maculaires, vous avez un exemple sous les yeux, dans les trous maculaires, on demande aux patients de se positionner face vers le sol pendant un certain temps pour que justement la bulle de gaz, la force de flottaison principale de la bulle de gaz, soit alignée avec la macula, à savoir avec le trou maculaire, pour que ce dernier ait le plus de chances de se fermer. Autre geste que l'on peut associer à la vitrectomie, c'est la liquéfaction d'un hématome sous-rétinien. Vous savez que quand on a un néovaisseau, je vous l'ai dit au début de cet exposé, deux anomalies, la position du vaisseau et sa fragilité extrême. Eh bien, chez les patients âgés, fragilisés, qui ont des problèmes cardiovasculaires, à qui l'on prescrit des anticoagulants, on peut voir ce genre de problème, de véritable parfois de catastrophe, c'est-à-dire des hématomes sous-rétiniens qui viennent vraiment dégrader la vue et le champ visuel du patient. Et bien dans ces cas-là, on peut faire une chirurgie de sauvetage qui consiste à faire donc d'abord la vitrectomie, puis à injecter un produit chimique qui permet de liser le caillot et d'aspirer le liquide sanguinolent de l'espace sous-rétinien de façon à rétablir une anatomie à peu près normale. On arrive ainsi pas à redonner une acuité visuelle extraordinaire au patient, mais bien souvent, on diminue le scotome, la taille du scotome, c'est-à-dire la tâche
la taille de la tâche est diminuée par ce type d'intervention. Oui, et je disais les prothèses rétiniennes, effectivement, depuis quelques années, même quasiment 2 décennies, il y a une recherche assez intense sur les prothèses rétiniennes. Alors, juste pour vous rappeler que ça ne s'adresse pas à tout le monde, qu'il faut en fait avoir une pathologie maculaire rétinienne importante, très invalidante, laissant pas d'acuité visuelle, hein, mais avoir un nerf optique intact, hein, puisque le nerf optique doit continuer à véhiculer les informations. Alors là, je crois qu'il y a un petit film, je ne sais pas s'il va se déclencher, mais on peut peut-être le déclencher. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Non, ça ne marche pas. Ah si, voilà, je vous laisse regarder la petite vidéo. Équipé d'une caméra miniature située dans la monture des lunettes. Sont traitées dans une petite unité portable et transformées en instructions, qui sont ensuite transmises à l'implant oculaire par un lien sans fil. L'implant se compose d'un récepteur et d'un faisceau d'électrodes. Les instructions sont reçues et des signaux sont envoyés au faisceau qui émet de petites impulsions électriques. Ces impulsions stimulent les cellules de la rétine qui à leur tour les transmettent au nerf optique. Celui-ci envoie ces informations visuelles au cerveau qui perçoit l'information lumineuse. Les patients apprennent à interpréter ces informations visuelles. Le système de prothèse rétinienne. Donc vous voyez que les choses avancent. Donc ces prothèses rétiniennes, c'est vraiment, ça s'adresse à des patients qui ont perdu l'essentiel de l'acuité visuelle, hein, qui ne voient plus, hein, qui sont en état de cécité absolue. Ça permet de leur restituer un petit peu de lumière et des formes très très grossières, hein. C'est-à-dire que c'est des patients. Moi, j'ai vu les premières prothèses qui avaient été posées au 15-20. Les patients étaient capables de suivre une grosse ligne au sol, hein, une grosse ligne d'une couleur très vive au sol, hein. Il ne faut pas imaginer qu'on redonne la vue aux patients. Enfin, en tout cas, pour l'instant, les choses avancent, hein, mais bon, ça reste assez modeste comme résultat. Donc, vous voyez que les traitements chirurgicaux, je vous ai mis au milieu la vitrectomie. Et puis voilà, après, on peut associer à cette vitrectomie, à la demande, le pelage, le gaz, le laser, enfin tout ce qu'on veut. Voilà, en conclusion, vous voyez que donc, l'aspect pathologique de la macula n'est pas que médical, il est aussi et souvent chirurgical. Donc devant des symptômes évoquant une pathologie maculaire, n'ayez pas peur, venez consulter, parce que si c'est médical, on peut vous traiter, mais si c'est chirurgical, on peut traiter également. Et le plus vite on traite, le mieux on récupère. L'évolution ces 20 dernières années est incroyablement rapide. Alors, les choses accélèrent énormément et avec les progrès du numérique, on en parlait tout à l'heure, l'intelligence artificielle, la puissance de calcul, des supercalculateurs, des nouveaux ordinateurs qui arrivent, nous permettent de grands espoirs et doivent vous permettre à vous, patients, de grands espoirs. Voilà. Je passe, je repasse la parole à mon associé et collègue, le docteur Pinsard, qui va vous parler d'avenir. Merci pour votre attention. Alors, je vais vous parler des solutions thérapeutiques de demain. Vous pouvez voir apparaître ma page de mon diaporama. Oui. Alors, quel espoir on peut avoir dans l'évolution des thérapeutiques en ophtalmologie? Ben, on voit que, vous avez vu tout à l'heure, hein, l'ophtalmologie, c'est la première spécialité en nombre d'essais cliniques depuis 50 ans. C'est-à-dire que c'est la spécialité dans laquelle on a évolué le plus dans les thérapeutiques, qu'elles soient médicales ou chirurgicales. Ça, c'est grâce au fait que l'œil, en fait, est une structure
déconnectée du corps humain, puisqu'elle est dans une coque blanche isolée, ce qui permet d'utiliser des médicaments qui ne vont très peu passer dans la circulation générale. Ensuite, l'œil est transparent et on peut accéder facilement à du tissu neurologique qui est la rétine. On peut l'analyser avec des OCT, des rétinophotographies, ce que l'on ne peut pas faire par exemple pour le cerveau ou la moelle. L'œil est directement visible et accessible grâce à sa transparence. Et puis aussi le handicap qui est la baisse de vision est un handicap très gravissime puisque on sait que la vision est le sens le plus important et ça donne beaucoup d'espoir et beaucoup d'énergie pour la recherche. Alors, les laboratoires doivent investir, les États aussi, on va voir tout à l'heure, investissent pour trouver de nouvelles solutions thérapeutiques. Mais parfois, on trouve que c'est trop long. Et on se demande pourquoi on ne trouve pas de traitement plus rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est important, je pense, pour vous de comprendre pourquoi c'est long. Et puis, on vous proposera forcément un jour peut-être de rentrer dans des protocoles d'essai qui vous donneront peut-être de l'espoir, mais il faut savoir comment ça fonctionne. Est-ce qu'on est vraiment un cobaye ou pas un cobaye, comme on entend parfois parler, parce qu'on avait fait des études. Alors, vous savez que maintenant, la médecine, ça marche plus comme à l'époque des chamans où on pouvait dire mon voisin a été traité comme ça, il voit mieux, donc je vais faire le même traitement que lui. Vous savez que maintenant, toutes les preuves, les niveaux de preuves sont évalués par une expertise scientifique et on doit avoir un certain nombre de patients qui rentrent dans une étude pour prouver l'efficacité d'un traitement. Et voilà, vous savez que maintenant, le témoignage n'est plus une preuve. On doit forcément prouver, grâce au comité scientifique, l'efficacité du traitement avant de le mettre sur le marché. Alors, les niveaux de preuve, alors c'est l'evidence-based medicine, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. On a d'abord des études de faible niveau de preuve, ce sont des études descriptives, analytiques ou évaluatives sur un faible nombre de patients. Puis, lorsque on commence à avoir une idée ou une hypothèse commence à s'affirmer, on va passer à des études de niveau de preuve modéré, à savoir des essais expérimentaux, où on va répliquer les études précédentes avec un plus grand nombre de patients, avec des critères d'inclusion, des critères d'exclusion, et on parle du design de l'étude. On doit savoir dans quel ordre mettre le traitement, avec quelle dose, pour quel patient doit être exclu et comment, surtout, quels sont les critères d'évaluation d'efficacité du traitement, quelle est la tolérance du traitement, et tout ça, ça doit être étudié avant une mise sur le marché. Et enfin, les méta-analyses, il s'agit du fort niveau de preuve. Dans ce cas-là, on est sûr que le traitement est efficace et on commence à avoir du recul et on peut compiler l'ensemble des études pour avoir un niveau de preuve fort. Vous voyez que on peut pas, tout- tout trai- chaque traitement a été validé de manière forte avant d'être accessible. Alors, comment ça marche la recherche clinique? À chaque étape de la recherche clinique, on va appliquer cette pyramide du niveau des preuves. Ça va commencer d'abord pendant 2 ou 3 ans par la recherche fondamentale. Alors, qu'est-ce que c'est? La recherche fondamentale, c'est comprendre la pathologie, savoir comment elle s'est mise en place, par quel mécanisme, quelle est la molécule d'intérêt, par exemple, ou la cellule d'intérêt qui va déclencher la cascade de l'évolution de la maladie. Voilà, ce sont des recherches moléculaires, des recherches biochimiques. Eux, on va analyser et rechercher les techniques d'intérêt en laboratoire. Ça peut durer 2, 3, 4 ans. Ça se fait souvent dans des universités. Puis on va passer ensuite à la phase de recherche préclinique qui peut durer 2, 3, 4 ans. Alors la recherche préclinique, c'est-à-dire qu'on a formulé une hypothèse d'efficacité d'une molécule, par exemple, et on va commencer à la tester in vitro voire in vivo sur l'animal. Et là, c'est là qu'on parle de cobaye, c'est qu'on teste la molécule et on teste le niveau de toxicité, on teste l'élimination de la molécule ou son fonctionnement réel in vitro. Est-ce que les hypothèses qu'on avait formulées en théorie se valident dans la nature? Ça peut durer 4-5 ans. Donc, vous voyez, on est déjà à peu près à 8-9 ans d'évolution à partir du moment où le scientifique a une idée. Voilà, là on est en recherche préclinique, c'est strictement scientifique. Et puis on va devoir passer en recherche clinique. Alors là, les médecins vont rentrer en jeu et la recherche clinique peut durer 5 à 10 ans. Alors la recherche clinique, on en parle de clinique parce qu'en fait on va pouvoir commencer à tester sur des patients. Elle se divise en 4 phases. Alors les 3 premières phases sont celles qui permettent d'avoir l'autorisation de mise sur le marché du médicament. La phase 1, ce sont les premiers tests réalisés chez l'homme. On va essayer de détecter et de connaître le seuil de toxicité.
et la sécurité du médicament chez des volontaires sains. Donc, ce sont des patients, des volontaires sains qui sont payés souvent, qui sont très peu nombreux, chez lesquels on va appliquer la molécule, puis réaliser des prises de sang, des radios pour voir si le médicament est toxique et quelles sont les conséquences du traitement. Voilà. Là, on rentre juste dans la tolérance. Vous voyez, ce sont des volontaires sains. Il n'y a pas de test d'efficacité du produit. Voilà, ça dure 1 an ou 2. Et ensuite, on va passer en phase 2. Alors, la phase 2, on commence à traiter des patients. En général, on prend des patients assez graves qui sont en rupture thérapeutique, chez lesquels on va proposer le nouveau traitement. Et là, on va aller rechercher. Alors, bien sûr, on continue à analyser le seuil de tolérance du médicament, les complications possibles liées au médicament, mais on va pouvoir commencer à chercher l'efficacité et on va aller rechercher la dose optimale du médicament chez un nombre de patients qui sont de l'ordre de 10, 20, voilà, 10, 20 patients. Alors, on parle de phase 2. Lorsqu'on a pu voir que le traitement est à peu près efficace sur un faible nombre de patients et que l'on connaît la dose optimale et mieux la tolérance, dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser le traitement chez un grand nombre de patients. Et là, on est en phase 3 et là, on est sur plusieurs centaines souvent de patients, 300, 400 patients chez lesquels on va appliquer le traitement. Alors là, ça peut se passer dans des cabinets médicaux maintenant, puisqu'il faut avoir un certain nombre de patients dans la file active à proposer pour entrer dans la phase 3. Et là, l'investigateur en général, c'est un laboratoire qui va vouloir valider l'efficacité de son traitement, présenter l'apport en santé publique de son médicament, que ce soit l'absence d'infériorité par rapport à un médicament précédent ou une supériorité par rapport au médicament précédent et qui va pouvoir aller ensuite chercher la mise sur le marché, puisque c'est l'objectif du laboratoire, hein, c'est de soigner, mais c'est aussi d'avoir le laboratoire en but lucratif. Donc, il faudra qu'ils prouvent leur efficacité pour que le médicament ensuite soit vendu. Et là, c'est la phase 3. Le médicament, ensuite, lorsque la preuve du médicament, l'efficacité et que la tolérance ont été validées par la phase 3, à ce moment-là, le laboratoire fait une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès des autorités compétentes qui sont aux États-Unis, la Food and Drug Administration. En Europe, c'est l'Agence européenne du médicament, l'EMA. Et lorsque les autorités compétentes valident l'utilisation du médicament dans une certaine indication, c'est l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. À ce moment-là, le laboratoire va pouvoir commencer à négocier avec le payeur, c'est-à-dire les mutuelles ou chez nous, le payeur, c'est le système de santé publique, c'est la sécurité sociale, va pouvoir définir un prix en fonction du service médical rendu par rapport aux molécules précédentes et par rapport au coût envisagé de santé publique. Alors, il y aura une négociation entre le laboratoire et le payeur. Voilà. Dans ce cas-là, le médicament est mis sur le marché et tous les médecins et tous les patients peuvent avoir accès à ce médicament en respectant l'indication et en connaissant les critères de prescription et de surveillance de la tolérance du médicament. Et là, on rentre dans la phase 4, c'est l'étude, c'est post-commercialisation. On parle de phase 4. Et là, c'est le suivi de vraie vie, c'est la pharmacovigilance. Et c'est là qu'on va pouvoir euh, porter des méta-analyses et certifier le niveau de preuve fort du médicament. Vous voyez que c'est très long, hein, ça a mis 10-15 ans à sortir à partir du moment où le scientifique a eu l'idée de proposer une molécule de traitement. Voilà, c'est long, mais ça permet d'avoir une certaine sécurité. Lorsque vous avez une molécule vous est proposée, c'est qu'elle est passée par un certain, par un, c'est qu'elle a, elle a réussi toutes les épreuves précédentes et elle a été validée hautement par les comités scientifiques et les experts. Docteur, est-ce qu'on peut dire donc que, étant donné que pour la DMLA sèche et pour plusieurs formes de rétinopathie pigmentaire, il y a des recherches cliniques de phase 2, est-ce qu'on peut être résolument optimiste et dire que, logiquement, dans les 4, 5, 6 années qui viennent, des solutions pourront être proposées? Ah oui, oui, parce que ça va très vite. Une fois que la phase 2 est réussie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sait que le médicament, la tolérance est bonne et qu'il y a une efficacité du médicament, eh ben ça s'accélère. Donc, on propose un design d'étude de la phase 3. Et dès que la phase 3 est validée, ça avance très vite. Donc, déjà, la phase 2, on est déjà très bien avancé. Après, on a certaines molécules qui réussissent la phase 2, c'est-à-dire qui marchent sur 20 ou 30 patients avec des scientifiques et des médecins très motivés. Mais lorsqu'on étend le produit sur 300 ou 400 patients, ben on se rend compte que le bénéfice n'est pas si élevé que ce qu'on pensait.
Ouais, ça peut arriver. En gros, déjà, de réussir une phase 2, c'est quand même une grande avancée c'est une grande marche vers la sortie et la commercialisation du médicament. Je continue Alors, à rebondir sur les questions qui ont été posées par les 149 personnes qui sont avec nous, sur notamment, toujours pareil, dans le cas de ces autorisations, comment vous expliquez que les deux thérapies contre la DMLA sèche, validées pourtant aux États-Unis, ne l'ont pas été au niveau européen? Ça s'explique comment? Oui, je vais vous en parler juste après. Ah, d'accord. On va venir. Là, je vous ai juste parlé de manière générale comment OK. avance. Mais là, c'est vrai qu'on va oui. se concentrer tout de suite vers la DMLA et un petit peu la rétinopathie pigmentaire. Et vous voyez quelles sont les perspectives en DMLA. Bon, on va y arriver très vite, vous allez voir. Les perspectives en DMLA, on a trois axes d'études dans la DMLA. Les trois problèmes de la DMLA. Le premier, c'est préserver la vision, c'est-à-dire conserver l'existant et essayer de garder sa vue. Le deuxième axe, c'est recréer la vision. Donc, je vous l'ai mis en rouge parce qu'on verra tout à l'heure une arborescence de recherche. Et le troisième axe, c'est voir autrement. C'est la basse vision, c'est arriver à voir avec ce qui nous reste de vision. C'est une rééducation. Alors, dans la déméla débutante, après, on avance vite vers la déméla atrophique, hein, mais actuellement, dans la déméla débutante, c'est intéressant puisqu'on est dès le début de la maladie. On a parlé tout à l'heure de drusen et de dépôts liés au fonctionnement de la rétine, des déchets qui restent coincés sous la vue et qui sont les prémices de la DMLA sèche. Bon, on a vu qu'avec une certaine un traitement par de la lumière, on parle de biophotomodulation ou de luminothérapie, on pourrait faire fondre ces drusènes. Vous avez à droite un OCT d'un patient au début, vous voyez ici l'aspect festonné, et dans le temps, on a un alignement de la ligne de l'épithélium pigmentaire, une disparition des drusènes. Alors, bon, c'est un patient, donc forcément, comme je vous ai dit, ce n'est pas un fort niveau de preuve. Un cas ne suffit pas. Là, on parle de, de, de- de patient canon, c'est le patient qu'on va pouvoir présenter. Alors, le principe de la luminothérapie, c'est des séances itératives où le patient pose son front et appuie son menton et va être traité par de la lumière, donc ici un aspect rouge, et qui va permettre de traiter et de faire cicatriser, disparaître, nettoyer les drusènes. Et c'est en cours d'étude, notamment au Centre hospitalier intercommunal de Créteil, le CHIC, sous l'égide du professeur Souyed. Alors, la dernière publication, c'était présentée à Chicago, à l'American Academy au mois d'octobre 2024. Vous avez à droite ici. Alors, bien sûr, le nombre de patients, c'est sur 50 patients, hein. Alors, 90 traités contre 50 yeux témoins. Et vous voyez que sur les 90 patients, on a une amélioration de l'acuité visuelle, alors que chez les patients témoins qui n'étaient pas traités, on a une baisse de vision. Bon, dans les deux cas, alors ce qui est étonnant, hein, c'est que dans les deux cas, vous voyez une amélioration de la vision, même chez les patients qui n'ont pas eu de luminothérapie. Alors voilà, donc toute étude est à critiquer, hein. Alors, on attend d'avoir des résultats sur d'un plus grand nombre. En tout cas, l'intérêt important de cette étude, c'était montrer surtout la tolérance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en tout cas de phototoxicité de cette luminothérapie. Il n'y a pas de conséquences néfastes, en tout cas à court terme, de cette luminothérapie, et elle pourrait être proposée éventuellement pour faire disparaître les drusènes. Dans cette étude, elle a entraîné une baisse du risque de perte de vision, une diminution du nombre de drusènes, voire une amélioration de la qualité de vie. Alors, en ce qui concerne la démêlée atrophique, alors là, l'année 2023-2024 est très, très riche. On en a beaucoup parlé du Syfovre et les deux traitements, le PEG cétacoplan et l'avacincaptad pegol, les deux traitements qui sont sortis aux États-Unis, mais pas en Europe. Alors, ça, c'est la difficulté. Voilà, donc, c'est, comme parlait tout à l'heure le docteur Dinolfo, c'est les inhibiteurs de la cascade du complément. C'est ce stress oxydatif, ce syndrome inflammatoire orienté vers les drusènes et vers la macula qui va entraîner une perte des photorécepteurs. Et le but est de réduire cette inflammation. Bon. Alors, en gros, quelles sont les pistes dans l'atrophie géographique? À droite, vous avez les cellules souches, on en reviendra tout à l'heure, et les implants rétiniens. Là, le but, c'est de faire voir autrement ou de restituer la vision. Et ensuite, d'autres phases de traitement, la thérapie génique qui est en phase 2, c'est-à-dire qu'on pourrait apporter le gène qui manque et la protéine manquante à la protection de la macula, l'inhibition du cycle visuel, la neuroprotection, actuellement une étude en phase 3 d'un médicament qui est déjà utilisé dans le glaucome et qui pourrait être injecté dans l'œil pour protéger la macula, c'est-à-dire qu'on protégeait auparavant le nerf optique, là on protégerait la macula, et les inhibiteurs de la cascade du complément. Alors là,
Ces traitements, en fait, il s'agit qui s'administrent par voie intravitrine. Alors, ce sont des patients qui ont une DMLA sèche, qui ont une atrophie, c'est-à-dire une évolution des scotums périphériques qui confluent vers le centre, et chez qui on va proposer des injections intravitrines, comme les patients qui ont une DMLA humide. Et le traitement s'administre de manière mensuelle, c'est-à-dire qu'on va devoir faire des injections intravitrines mensuelles à des DMLA sèches. Et on s'est rendu compte que ces injections permettaient de réduire la vitesse de perte de vision de 30%. C'est-à-dire qu'en gros, si le centre de la vue devait être touché en 9 mois, ben, grâce à ces injections, le centre de la vue sera touché 3 mois plus tard. C'est-à-dire, euh, donc on ralentit, on réduit, mais ça ne bloque pas la maladie. Et là, c'est difficile parce qu'un traitement qui ralentit une maladie rapidement évolutive, on va avoir un résultat, euh, on va se rendre compte facilement du résultat. Mais comme la déméla sèche est une maladie qui évolue très lentement, c'est difficile de mettre en évidence le ralentissement de la progression de la maladie, puisque par définition, la maladie est déjà lente. Et on a plus de mal à prouver l'efficacité du traitement. Alors, la phase 3 a été validée, puisqu'ensuite, alors, le premier laboratoire a eu l'autorisation de mise sur le marché, et le deuxième aussi aux États-Unis. Mais aux États-Unis, à la différence de l'Europe, c'est que souvent, ce n'est pas le même payeur aux États-Unis. Ceux qui payent sont les patients ou les mutuelles, alors que chez nous, c'est l'État en fait qui va décider quel traitement et est-ce que le médicament apporte vraiment quelque chose au niveau de la santé publique. Et là, en fait, effectivement, ça ralentit. Il y a aussi des complications. Il y a chez des patients avec des DMLA sèches et le traitement déclenche une DMLA humide. Donc bon, alors c'est un peu difficile. Je pense que ce qui est important, c'est de sélectionner bien le patient. C'est-à-dire qu'il y a des patients à qui ça apporte peu et des DM et des atrophies géographiques qui pourraient bénéficier de ce traitement et chez qui ça pourrait apporter beaucoup. Et ça permettrait de garder de la vision plus longtemps. Et là, c'est intéressant parce que les formations de rétine, notre formation médicale continue, nous apprend de plus en plus à analyser la démêla atrophique. C'est-à-dire qu'à l'époque, elle était atrophique, mais on ne cherchait pas de détails, on n'essayait pas de typer. Mais là, maintenant, on commence à essayer de voir les démêles atrophiques qui progressent, celles qui ne progressaient pas, celles qui menacent la FOVEA ou non. Dans ce cas-là, on commence à essayer de détecter le patient chez qui on va proposer cet inhibiteur de la cascade du complément. Alors, on n'a pas encore le traitement en Europe. Ça a été refusé pour le premier laboratoire. Le deuxième laboratoire, qui est le laboratoire Apellis, n'a pas ça a été retiré de la demande d'autorisation sur marché, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé de faire cette demande. Et je pense qu'ils vont essayer de proposer autrement aux patients en sélectionnant au mieux les patients. Et Apellis, alors attendez, je regarde juste le laboratoire qui. C'est Iservé, la police. Voilà. Ils n'ont pas fait la demande. Alors attendez, je viens, si je viens directement. Pardon, Iservé, c'est Astellas. Je vais vous dire, voilà, c'est Astellas, c'est ça. Donc le laboratoire, l'Apellis, voilà, a été bloqué en Europe. Par contre, le laboratoire Astellas prévoit de proposer l'avacincaptade pégol autrement aux patients voilà, en sélectionnant au mieux les patients qui. C'est-à-dire que si l'étude est faite sur un nombre de patients tout venant, on a du mal à montrer l'efficacité. Si par contre on sélectionne vraiment chirurgicalement chaque patient, c'est-à-dire vraiment les patients pour qui ça apporte un bénéfice, dans ce cas-là, on pourra montrer et dans ce cas-là, peut-être que le médicament sortira plus facilement dans le commerce. Je voudrais apporter un témoignage rapide en fait pour la rétinite pigmentaire parce que j'ai pu effectivement participer à donc un essai clinique de phase 1-2 par un laboratoire en fait qui s'appelle Sparing Vision. Et donc l'essai clinique s'appelle Prodigy et donc on a sélectionné 9 candidats et à qui on a donné alors pour les 3 premiers une dose, pour les 3 autres, 2 doses. Alors, j'ai participé à ces 2 doses et pour les 3 autres, 3 doses. Et donc, le premier objectif, puisqu'on est en essai clinique 1-2, c'était effectivement de tester les effets secondaires. Donc, a priori, après presque maintenant 1 an et demi, il n'y a aucun effet secondaire. Et
on étudie, en fait, on regarde effectivement si ça apporte un ralentissement effectivement de l'affection. Ça, c'est très important. Et puis, il y a un autre essai clinique, en fait, une autre personne qui a participé à un essai clinique qui s'appelle Tim. Et là, effectivement, il a participé en 2019 et en 2020, fin 2020, il a récupéré, avec une rétinite pigmentaire, il a récupéré en fait une partie de la vision. Et là, c'était un essai 3, la fait d'un essai 3. Et donc, c'est la première fois, si je effectivement, dans le domaine de la rétinite pigmentaire, on a effectivement d'abord des essais cliniques qui marchent, qui démarrent, et même quelque part qui ont abouti. Et pour finir, je parlerai du Luxturna, en fait, qui a traité effectivement des enfants rétinite pigmentaire RPE 65, qui aboutit aussi, alors non pas à redonner de la vision, mais quelque part à avoir retrouvé en fait une autonomie dans l'obscurité. Donc là, on est vraiment dans la phase, pour les rétinites pigmentaires, quel que soit le gène, pour moi c'était la rhodopsine, dans l'avancée et quelque part le résultat, et on attend d'autres essais cliniques. Docteur, une question qui nous est posée. J'aurais aimé, juste avant de poser la question, profiter quand même d'une part pour vous remercier énormément et profiter du grand nombre de personnes pour leur dire que quand elles connaissent une chorale, qu'elles n'hésitent pas à demander à ces chorales de participer à notre événement 1000 cœurs pour un regard, qui est un événement crucial, fondamental pour aider, financer la recherche médicale en ophtalmologie, et de dire aussi à toutes les personnes connectées que nous avons, grâce à un partenaire, Roche en l'occurrence, encore 150 abonnements Claro qui permet de bénéficier gratuitement, donc pendant un an, de tous les conseils en matière donc, de social. C'est Florence Donadieu qui chapeaute ça à Retina. Vous aurez une page spéciale dans le prochain Rétino. Et donc, nous avons 200 abonnements gratuits, 57 ont déjà été utilisés, les autres sont pour toutes vos familles. Profitez-en. Et je pose donc la question concernant le procédé Samsara de Singh IMT. Donc, il s'agit d'un implant pour les DMLA sèches. A priori, certains pays européens ont déjà procédé à des essais. Qu'en est-il en France exactement? Alors oui, alors là on est dans le cadre de la prise en charge de la basse vision, c'est-à-dire qu'on ne D'accord. restitue pas la vision, on ne réintègre pas, on ne redonne pas un tissu maculaire pour voir normalement. Et vous savez, quand vous avez une DMLA, alors le principe, comment ça marche, c'est que quand on a une DMLA, on a un scotum central, c'est-à-dire quand vous voulez regarder un mot, le mot disparaît parce qu'il est derrière la tâche. Alors le principe, c'est d'augmenter la taille de l'objet regardé pour qu'il devienne plus grand que la tâche que vous avez au centre de la vue. À ce moment-là, vous pourrez voir l'objet. C'est le principe de la loupe, du téléagrandisseur ou du télescope. Ben, le principe, c'est ça, c'est que on va mettre un télescope dans l'œil. Alors le patient qui présente une atrophie géographique avec un grand scotum central, hein, et on va l'opérer de la cataracte. Et au lieu de mettre un implant standard, on va mettre un implant assez volumineux, hein, qui fait presque, qui doit faire presque 5 mm d'épaisseur, et qui est en silicone avec un verre au centre de l'optique, et qui va agrandir l'image, qui va multiplier l'image, qui va la magnifier, et qui va permettre d'avoir, alors on le met en général dans un des deux yeux, c'est-à-dire qu'on garde un des deux yeux pour la vision de loin, et l'implant télescopique à l'intérieur du sac du cristallin pour l'œil qui aura la vision de près. Voilà, donc ça, c'est-à-dire que le patient aura un télescope dans l'œil. Alors bon, là pour l'instant, on a des études sur un faible nombre de cas. Le principe physique est facilement compréhensible. La chirurgie est un peu plus importante qu'une chirurgie de cataracte parce que l'implant est très volumineux, plus lourd. On va devoir le positionner dans le sac capsulaire. Je crois que pour l'instant, en France, il y a eu 6 ou 7 cas, enfin, moins de 10 cas qui ont été opérés, une dizaine de cas, voilà, qui ont été opérés, avec, je crois, 20% de complications, mais quand même 80% de patients qui avaient une image plus grande sur un des deux yeux. Voilà. Pour l'instant, on n'est pas,
l'implant n'est pas encore remboursé, n'est pas encore dans le commerce, on est encore à l'état d'étude. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, a priori, je ne vois plus de questions à l'écran, ni même de questions qui viennent. Je voulais quand même peut-être saluer, parce que je sais qu'elle est connectée, Madame Reynaud, qui est venue nous voir au siège, et qui concerne des personnes qui ont la maladie de Stargardt, comme son fils. Il s'avère que je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont Stargardt ce soir, parce que j'ai eu des messages en ce sens. Il y a pour les Stargardt une spécificité avec les compléments nutritionnels qui consiste pour eux à ne pas prendre de supplémentation trop poussée en vitamine A d'après plusieurs études. Qu'en est-il, docteur? Spécifiquement pour la Stargardt. Ben pour l'instant, il n'y a aucune étude qui prouve l'efficacité uniquement de la vitamine A, hein. En général, on a tendance à vouloir transférer les traitements utilisés pour la DMLA à toutes les autres maculopathies. Pour l'instant, il n'y a pas de niveau de preuve. On sait que la vitamine A euh, pourrait protéger la vision. C'est l'étude ARET2 dans le cadre de la DMLA. Sauf chez les patients fumeurs, chez qui ça pouvait favoriser les cancers du poumon. Donc, mais non, pour l'instant, on supplante. Le vitamine A en général, c'est plutôt les rétinopathies pigmentaires qui sont supplémentées. Mais les maladies Stargardt, non, il n'y a pas de preuve et peut-être voir dans les mécanismes physico-chimiques une aggravation de la maladie. Merci, docteur. Président, je vous laisse. Merci. Eh bien, écoutez, à tous les deux, un très grand merci pour cette présentation qui était vraiment très, très claire. Merci, en tout cas, on a vraiment là eu des détails très impressionnants, en fait, à la fois sur le développement de la maladie, mais aussi sur les traitements et aussi sur l'espoir. Donc, un grand merci à vous deux pour cette présentation et ces explications. Merci, docteur. Merci à vous. Merci. Merci encore, merci mille fois pour ce travail bénévole. Merci énormément. Merci beaucoup. Merci à vous. Au Merci, au revoir. revoir. Merci à tous, messieurs. Au revoir.